bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de votre venue à cette conférence, et merci surtout à François et à son équipe de m'accueillir une nouvelle fois au sein de cette association. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je viens, beaucoup de plaisir, et donc aujourd'hui, j'espère pouvoir vous transmettre mon petit programme qui a donc pour thème la guérison ultime. Alors, la dernière fois, quand je suis venue, c'était il y a tout juste 6 mois, au mois de novembre, un 18 novembre. Et je m'étais présentée à vous en qualité de magnétiseuse, guérisseuse, médium. Depuis ces derniers mois, les choses ont bien changé, ont bien évolué. Et l'univers m'a montré une nouvelle voie. Et j'entendais son message qui me disait « Il faut que tu te rendes accessible au plus grand nombre. Il faut que tu exportes ton art. » Alors je trouvais ça vraiment étrange. Je trouvais ça étrange et j'étais vraiment en lutte avec mon mental égo qui me disait « Mais non, mais c'est pas possible. Comment je vais pouvoir me rendre accessible au plus grand nombre, exporter? Je vais quand même pas avoir des ailes qui vont me pousser dans le dos. Je sais pas. En même temps, j'ai mon cabinet que je viens d'ouvrir depuis quelques mois. J'y suis très bien. Donc voilà, je ne comprends pas ce qu'on me demande et donc j'étais en lutte avec ce mental égo. Dans le même temps, plus je luttais et plus je me rendais compte que l'univers mettait un petit peu des barrières. D'accord? C'est-à-dire qu'il me contraignait à revoir instamment ma position. Donc l'univers me demandait toujours de revoir ma position. D'accord? Et puis, donc ne sachant pas comment m'y prendre, comment écouter ce message, qu'en faire, eh bien, le miracle s'est produit. Quelques semaines après ma venue ici, j'ai reçu un téléphone d'une dame qui était dans le centre de la France, une dame qui a environ 70 ans, et qui me dit, voilà, j'aimerais une consultation avec vous. Alors elle m'avait envoyé un mail. Alors je réponds à cette dame, d'accord, je consulte à Annecy, etc., etc. Et elle me dit, mais je ne vous parlais pas d'une consultation au cabinet, parce qu'en réalité, je suis handicapée. J'ai la maladie de Charcot. Je suis totalement handicapée et je ne peux même pas parler. Ce que je vous proposais, moi, c'était une séance par Skype. Oh, alors je vous dis pas, ça n'a fait qu'un tour, hein, parce que pour moi, dans mon mental égo, mais comment c'était possible de travailler via un écran? Comment il était possible que je puisse entrer en connexion avec cette personne, son histoire, sans mes mains? Parce que le magnétisme, moi je vois avec mes mains. Mon outil, c'était mes mains. Donc je ne jurais que par elles. Et donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben je voyais que cette dame, elle avait vraiment besoin d'aide. Alors je me suis dit, bon, allez, je vais voir, on verra ce que ça donnera. Advienne ce que pourra. Parce que j'avais vraiment envie de l'aider, et puis je m'étais dit, bon, après tout, elle a peut-être besoin d'une simple séance d'écoute et de guidance. Alors pourquoi pas? Et donc j'ai dit, ok. Je dois dire que cette séance, ça a été un coup de tonnerre. Mais vraiment, un coup de tonnerre, mais sous forme d'une révélation. En fait, j'ai compris, pendant la séance, en toute conscience, que c'est cette dame qui, sans le savoir, me montrait la voie. Me montrait ma fameuse nouvelle voie et comment l'emprunter. Alors, je l'ai vraiment remerciée du fond du cœur, parce que c'était un message très fort. En réalité, elle avait été le canal par lequel l'univers s'était exprimé. Donc, évidemment, pour me montrer cette nouvelle voie. Et donc, grâce à cette dame, je dois dire que j'ai pris conscience de mes propres limitations. Parce que j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon mental égo en me disant, voilà, moi j'ai mes mains, je vois qu'avec mes mains, il faut que la personne soit vraiment en face de moi pour que j'ai sa vibration, je puisse rentrer en connexion. Donc ça, c'était vraiment mon mental égo. Et puis, ce jour-là, vous savez, lors de cette consultation, sans mes mains, il s'est produit une magie, mais extraordinaire. Sans mes mains, face à l'écran, je suis allée dans l'inconscient de cette dame, dans l'inconscient qui avait suscité sa maladie.
Je suis allée naviguer comme on naviguerait dans l'espace avec un vaisseau spatial, allant d'un point à un autre pour aller chercher les informations et les lui ramener pour qu'elle puisse remettre en ordre la trame de sa vie. Et c'était pour moi juste hallucinant. Donc c'était vraiment une réelle révélation. La semaine suivante, après avoir vu cette dame, un autre coup de fil de Bretagne. La semaine suivante, Marseille. La semaine suivante, Nice. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Et comment se fait-il? En fait, il semblerait que l'univers ait joué le rôle d'agent de presse. Vous voyez? Et donc, effectivement, maintenant, je n'ai plus besoin de mes mains, puisque mes perceptions, elles me portent bien au-delà du magnétisme. Je vais bien plus loin. Et donc, je n'ai plus besoin de ces mains et j'ai fermé mon cabinet. Je le ferme définitivement la semaine prochaine. Voilà. Pour finalement, effectivement, me rendre accessible au plus grand nombre via des séances par Skype. Et ça, c'est ma nouvelle voie. Alors, effectivement, donc, j'ai dû vraiment ébranler, moi, mes propres croyances, mes propres limitations. Et aujourd'hui, en réalité, je me pose plus comme magnétiseuse puisque je n'ai plus mes mains, mais j'ai élaboré donc ma propre méthode de soins, ma propre méthode de thérapie que j'ai baptisée la lecture des programmes inconscients. Alors cette méthode, elle est unique et en fait, elle reprend un petit peu les aspects de tout ce qui est de la psychanalyse, de la psychobiologie, de la psychogénéalogie, de tout ce qui est de l'inconscient, de tout ce qui se trame autour de l'inconscient. Mais mon approche est complètement différente de ces autres thérapies, je dois dire. En réalité, dans mon approche, la personne me pose une question à laquelle je réponds. Je vais direct dans l'inconscient et c'est mon outil, la médiumnité, qui me permet d'y répondre avec une grande précision. Alors, effectivement, aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous présenter un programme ambitieux. Donc la guérison ultime. Puisque, en réalité, c'est un véritable défi pour moi, puisque je vais devoir vous amener à cheminer dans ce voyage de l'âme et à comprendre qu'est-ce que la guérison ultime. Alors, c'est une conférence dans laquelle je vais aborder de nombreuses notions que je ne pourrai pas toutes développer. Donc, ce que je vais faire, comme à mon habitude, je vais vous semer des petites graines de conscience et ça sera à vous de les faire germer. À la fin de la conférence, bien évidemment, il y aura un espace dédié à vos questions. J'espère qu'elles seront nombreuses. Il ne faudra pas être timide. D'accord? Donc, quand on parle de guérison, on voit souvent différents aspects dans la guérison. On parle de la guérison physique, qui concerne le corps. On parle de la guérison psychique. La guérison psychique, c'est l'âme. Et la guérison spirituelle, ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure du cheminement de la conférence. Moi, je peux vous dire une chose. C'est qu'au-delà de la souffrance et de la maladie, il est une vérité. Nous sommes tous malades. Nous sommes tous de grands malades, au sens propre comme au sens figuré. Ça peut vous surprendre, mais je navigue pas mal dans l'inconscient et dans la conscience, et je peux vous dire que vraiment, nous sommes des êtres ignorants, inconscients de notre nature, et que nous avons une vue extrêmement limitée, et vraiment, comment on pourrait dire, étriquée même, de nous-mêmes. Donc nous avons des limitations qui sont liées à notre mental ego absolument incroyables. Donc effectivement, ça demande beaucoup de travail que de lever ce mental ego et de voir quelle est notre véritable nature. Alors, il est vrai que lorsque l'on parle de maladie, on parle systématiquement de diagnostic. Les personnes qui viennent me voir, elles me disent, par exemple, voilà, moi j'ai un cancer du sein, j'ai une fibromyalgie, j'ai la bipolarité, enfin, ils me présentent des tas de diagnostics. Pour moi, ce ne sont des mots. D'accord? C'est juste un terme médical. Moi, ce que je demande aux personnes, c'est de me raconter comment
elles vivent leur maladie, c'est-à-dire leurs symptômes. Quels sont leurs symptômes? Et c'est à partir des symptômes, de ce qu'elles me disent, par exemple, oui, bon, bah, j'ai souvent mal au ventre, j'ai une boule ici, je dors mal, ou j'ai mal à la tête, voilà, ce genre-là. C'est à partir de là que moi, ça me donne un point de repère pour plonger dans l'inconscient. Et en réalité, moi, comme je comprends la maladie, telle que je la comprends, oui, c'est ça, c'est que pour moi, la maladie, c'est un problème psychique non résolu. C'est-à-dire que c'est un problème qui se manifeste dans le corps, donc dans le corps physique, et qui va entraîner des souffrances émotionnelles. Lorsque je parle de problèmes psychiques non résolus, en réalité, je fais référence à l'inconscient. Donc, je répète que l'inconscient, en réalité, qu'est-ce que c'est? L'inconscient, c'est tout ce que nous véhiculons dans notre vie. Depuis notre conception, par exemple, à aujourd'hui, ça, c'est une partie de l'inconscient. L'inconscient, c'est aussi toutes nos mémoires, on peut même dire nos anciennes incarnations, d'accord? Nos mémoires, nos vies passées, nos incarnations, ça, c'est tout notre inconscient d'histoire personnelle. Donc, ici, et avant. Et là-dessus s'ajoute l'inconscient collectif. Donc, cet inconscient collectif, en réalité, il contient les mythes et les légendes qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Et on est fortement imbibé par cet inconscient collectif. On le porte, mais pas forcément en conscience. Guérir d'une maladie, donc pour moi, implique de la comprendre, de lui donner un sens. Quand on comprend qu'on a le sens de la maladie, ben, ça permet de s'en libérer. On se libère des maux et des souffrances qu'elle engendre. Le problème, c'est que déjà à ce niveau, l'être humain, il a de grandes difficultés à comprendre d'où vient sa maladie, quelles sont les origines de sa souffrance. Donc, il se heurte à un mur quasiment infranchissable qui est le mur de l'inconscient. Parce que les origines de la maladie, c'est toujours un événement qui a pris sa source quelque part. D'accord? Une maladie, elle n'arrive pas comme ça pour rien. Il y a forcément un élément déclencheur. Or, l'élément, il a pu se mettre en place il y a déjà des années auparavant. Il a pu se mettre en place la semaine précédente, mais il a pu aussi se mettre en place au début de la conception et même dans une vie antérieure, voyez-vous? Donc, c'est vrai qu'en étant des êtres inconscients, il nous revient de lever les voiles les uns après les autres de la conscience. Ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est faire basculer cette partie inconsciente qui représente quand même 90% de notre être, de notre histoire, et la faire basculer en conscience, selon le principe des vases communicants. Et ça, c'est une tâche qui est vraiment loin d'être facile. Mon activité de thérapeute, en fait, peut vous aider ou vous permettre de franchir ce mur qui est a priori infranchissable. Mais moi, je vous fais la courte échelle et je vous permets de passer de ce côté du mur. Alors évidemment, il y a une condition à cela. Hein. Attention, ce n'est pas moi qui fais tout le travail. Vous devez vous-même vous impliquer fortement dans cette démarche de soins. C'est-à-dire que si vous venez me consulter, effectivement, il faut un vrai motif. Il faut une implication minimum. Il y a des personnes qui sont venues qui me disent « Oh, moi, j'en sais rien, hein. Vous verrez bien. » Je dis « Non, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non, non. Mais pourquoi vous venez? Quelle est votre problématique? » Parce que imaginez bien, 90% d'inconscient. Moi, je démarre à quel point? Je prends ma source où? Je vais tirer quel fil? Parce que c'est comme un fil que je tire finalement pour avoir toute la trame de l'histoire. Donc, il me faut un point de départ. Le point de départ, c'est ce qui vous amène chez moi. Ben, oui, ben, j'ai telle maladie ou j'ai tel dysfonctionnement, j'ai tel mal-être, je ne comprends pas ma situation, je suis bloquée, j'ai ceci, j'ai cela. Donc ça, c'est l'implication. De la même manière, l'implication, c'est prendre vos dispositions pour venir jusqu'à moi. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est par exemple aussi, dans l'extrême simplicité, c'est ne pas être perdu au moment, mais prendre l'adresse exacte, avoir la bonne connexion Internet pour qu'on puisse échanger. Vous voyez, c'est ça aussi l'implication. Voilà, ça c'est l'effort que la personne doit faire pour venir jusqu'à moi.
Et plus l'implication est franche, et plus le résultat est tangible, je dirais. Alors, pour comprendre ma méthode de travail, puisque je ne travaille plus avec mes mains, mais par Skype donc, je vais vous donner un exemple de ma méthode. Alors, il y a une dame qui m'a appelée récemment du nord de la France et qui me dit voilà, j'ai lu votre livre et je pense que vous êtes la seule personne qui puisse m'aider à pardonner et à me pardonner. Oups. Et pendant qu'elle me dit ça, première information qui me passe devant les yeux, hop, cancer du sein. Je dis ah d'accord. Puis là, je me dis, alors elle continue à parler, tout ça, puis moi je suis sur plein de plans en même temps. Donc j'écoute, en même temps, je suis dans mon truc. Et pendant que j'écoute, je me dis, mais cette dame, elle se trompe en réalité. Elle met la charrue avant les bœufs. Parce que le pardonner, se pardonner, c'est pas le point de départ, je me disais, c'est le point d'arrivée. C'est bizarre. Bref, peu importe. Alors, ok, elle me parle, on décide de convenir d'un rendez-vous. Et là, j'ai tout de suite, l'hiver m'envoie tout de suite le motif, effectivement, le vrai motif, puisque au moment où on va pour inscrire le rendez-vous, je l'entends marmonner. Ah non, là, ça va pas être possible parce que j'ai l'oncologue. J'ai dit, ah, tiens, super, bon, je sais où est la véritable problématique. Donc, ce n'est vraiment pas une question de pardonner, ça va être le résultat final, le feu d'artifice, on va dire. D'accord? Alors, comment ça se passe? Lorsque je rencontre une personne, il y a différentes façons de faire. Bon, des fois, j'ai les informations qui arrivent en direct pendant qu'elle me parle, et bien souvent, j'ai reçu les informations avant d'avoir la séance Skype avec elle. J'ai déjà reçu toutes les informations. Alors, comment ça marche pour moi? Eh bien, vous savez, je suis un tuyau. C'est bizarre de dire ça. Mais je suis un outil, donc je suis un tuyau. Un tuyau dans lequel on envoie ou je reçois un journal. Et dans ce journal, il y a différentes rubriques. Enfance, adolescence, vie antérieure, éducation, croyance, père, mère, frère, sœur. Et là, voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je lis le journal. Oh, intéressant. Et là, en lisant les différentes rubriques qui correspondent pile poil à la problématique de la personne, ça me permet de faire la trame de sa vraie histoire. Et non pas celle qu'elle s'imagine. On est d'accord? Parce que l'inconscient, il opère dans la visible. D'accord? Donc là, ça me permet d'une manière tangible de faire le lien pour pouvoir lui reconstituer son histoire qui l'a amené à la maladie. Alors, dans ce journal de cette dame, donc j'ai lu effectivement cancer du sein, pas d'enfant. Alors je vous le fais en résumé. Cancer du sein, pas d'enfant. Pas de mari, rejeté, pas désiré, lutte pour se faire aimer. Et dans la rubrique aussi, j'ai même lu la rubrique histoire de sa propre mère, avec l'enfance de sa maman. D'accord? Donc là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, au fur et à mesure que les pièces s'assemblent, le puzzle se reconstitue. Alors des fois, les pièces manquent, des fois les pièces sont mal placées. Et dans le cas de cette dame, les pièces étaient mal placées. Alors, quand je commence ma consultation, en réalité, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à livrer les informations que j'ai reçues. C'est-à-dire, je demande à la personne de me valider si les premiers éléments que je donne, ça lui parle ou pas. Alors, je touche du bois, jusqu'à maintenant, c'est toujours validé à 100%. Ok? Donc, je commence à donner des éléments pour qu'elle commence à se mettre dans sa propre histoire et se mettre en connexion avec moi et cette histoire-là. Et c'est là, effectivement, qu'on va pouvoir remettre les pièces du puzzle à leur place. En réalité, cette dame, dans la pièce qui était mal placée, il y avait un élément essentiel qu'elle n'avait pas compris, qu'elle n'avait pas su voir. Parce qu'effectivement, cette personne avait été pas désirée par sa mère, tout comme ses frères et sœurs d'ailleurs. Ils n'avaient été ni l'un ni les autres acceptés, mais voilà, en tout cas pas désirés. Et elle, donc toute sa vie, elle a 60 ans cette dame, toute sa vie,
Donc, elle avait couru après cet amour maternel, sans jamais y arriver, jusqu'au point d'accompagner sa mère jusqu'à la dernière seconde, à vouloir attendre un geste, un mot, pour lui confirmer qu'en fait sa mère l'aimait, etc., etc. Jusqu'à la dernière minute. Sa mère est partie, et le mental ego de cette personne s'est bloqué dans la mesure où elle n'a pas obtenu la phrase qu'elle attendait de sa mère. Ce qu'elle n'avait pas su voir, cette personne, c'est qu'en réalité, sa réalité à elle était tronquée. Je m'explique. Effectivement, donc j'ai confirmé qu'elle n'avait pas été désirée par sa mère, mais pour toute autre chose que ce qu'elle pensait. En réalité, sa mère, de ce que j'ai vu, avait eu une enfance et une adolescence extrêmement difficiles. Elle avait vécu de grandes souffrances pendant son enfance et son adolescence, puisqu'elle était, si vous voulez, responsable complètement de ses 5 frères et sœurs. Donc une charge pour une enfant et une adolescente absolument monstrueuse. Qui plus est, ce que j'avais vu dans le film et dans les rubriques, c'est que, si vous voulez, j'avais bien perçu que ses frères et sœurs lui en faisaient voir de toutes les couleurs, qu'il ne la ménageait pas du tout. Donc la souffrance était là, était tellement forte, qu'en réalité cette maman, en fait, cette mère, n'avait pas effectivement voulu d'enfant, mais par amour. Parce qu'en réalité, ce qu'elle ne souhaitait pas, c'était elle, qu'elle ait des enfants qui vivent aussi la souffrance dans l'enfance et dans l'adolescence. Voyez? Et c'était pas qu'elle était pas désirée. C'était le fait qu'elle n'était pas désirée par amour. Et là, je vous explique pas. Alors il faut vraiment se mettre dans le contexte de la séance avec ces vibratoires. Attention, c'est très fort ces vibratoires. Et moi, je vois la personne dans mon écran changer en direct. Je vous dis pas. Là, ça a fait un choc émotionnel chez la personne. Et tout d'un coup, la prise de conscience a eu lieu. Ça fait. J'ai vu le visage, j'ai vu l'énergie autour d'elle changer. Elle a complètement compris qu'elle s'était perdue dans son mental ego à imaginer des choses et qu'elle n'avait pas su voir où se situait la vérité. À partir de là, oui, elle a pu pardonner et se pardonner. En fait, elle a pu pardonner sa mère parce qu'elle a compris la véritable histoire de sa mère, l'histoire du rejet, et elle a pu aussi se pardonner parce qu'elle ne connaissait pas, elle n'avait pas su voir l'histoire de sa mère. Voyez, ça n'a l'air de rien. Tout ça, l'inconscient, il tient à un fil. Mais dès qu'on met l'histoire à sa place, tout se restructure et le puzzle devient complet. Cette dame, donc, a vécu la crise de guérison. La crise de guérison, c'est quoi? Effectivement, donc, elle a eu froid, très froid. Elle a eu une migraine épouvantable. Ça, c'est la crise de guérison. Il faut que ça sorte du corps. OK? 15 jours après, j'ai revu cette dame. Elle était toute contente parce qu'elle avait reçu ses derniers examens pour le cancer du sein. Elle était en rémission. On remet l'histoire et tout se remet en place. Ça paraît simple, c'est magique. Je vous assure, c'est absolument magique. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression que je suis la seule à voir la magie des fois chez mes patients. Moi, je vois la magie du truc et eux, non, parce qu'ils sont dans leur mental ego, vous voyez. Le mental ego, c'est non, mais moi je veux, puis moi j'attends. Et moi, je décide. Alors, il y en a qui vont passer à côté du soin parce qu'ils s'imaginent que le soin va prendre la direction de eux, ce qu'ils ont choisi eux. On ne dirige pas l'énergie comme ça. L'énergie, elle va là où elle doit aller. D'ailleurs, moi, les réponses auxquelles j'ai accès, c'est celles qui correspondent pile poil à la personne à l'instant où elle vient. Une fois, j'ai une dame qui est venue qui m'a dit « Moi, je viens parce que je veux savoir mes vies antérieures. » Je fais « Ouh là là, ouh !» Je veux. Écoutez, mais il me semble que déjà le présent, ça serait pas mal. Effectivement, hein, plein de problématiques dans le présent, donc il faut vraiment remettre les choses dans le contexte. Hein, c'est-à-dire, quand on fait un soin énergétique, on est dans l'énergie. Hein, on est dans la connexion. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc on me consulte pour des tas de raisons différentes, donc des blocages, des dysfonctionnements, des chemins de vie, des éclaircissements par rapport à une situation, etc., etc. Mais c'est vrai que
étonnamment, si la demande est fondée, c'est ce que je disais tout à l'heure, la réponse est toujours là. Des fois, ça paraît complètement incongru dans la demande, mais c'est toujours en lien avec un événement. L'autre jour, je faisais une séance avec une dame, et puis 10 minutes avant la fin, elle me dit « Ah, en fait, donc on met tout en place. » Et puis, tout à la fin, 10 minutes avant la fin, elle me dit « Ah, en fait, bon, on en parlera la prochaine fois, mais j'avais une question à vous poser. » Je dis « Non, non, allez-y, dites-moi. » Elle me dit « J'aimerais savoir pourquoi c'est toujours le bazar chez moi. J'arrive pas, c'est toujours le bazar. » Vous voyez, ça paraît incongru, cette histoire, hein, cette question. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Je vais raconter pourquoi c'était le bazar chez elle. En fait, c'est un événement de son enfance. Une maladie de sa maman, qui avait seulement été diagnostiquée il y a quelques mois. Vous voyez, cette dame a 60 ans aussi. Donc, vous voyez, ça paraît incongru, cette forme de demande, mais en fait, tout a une signification, tout a une base, tout a un sens. Alors, effectivement, il y a cette maladie, mais parfois, il y a une souffrance psychique. Et ce qui est de la souffrance psychique, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Le psychique, c'est l'âme. Et l'âme, on l'a avec nous depuis notre première incarnation. Donc l'âme, elle vient avec nous, elle nous accompagne de vie en vie depuis notre première incarnation. Donc ça en fait un paquet de mémoires derrière nous, hein. Le problème, c'est qu'effectivement, on les a oubliés. Alors, des fois, il y a des personnes qui viennent, qui me disent « Je comprends pas, parce que dans ma vie, tout va bien. J'ai un mari ou j'ai une femme extraordinaire, je manque de rien. J'ai une belle maison, j'ai ce qu'il faut, mes enfants vont bien, ils sont en pleine santé. Mais j'arrive pas à être heureuse. Il y a quelque chose chez moi où j'arrive pas à être heureux. Il y a quelque chose chez moi qui bloque. » Et ben ça, effectivement, il faut les chercher dans les vies antérieures, parce que c'est des mémoires qu'on ramène, mais on ne le sait pas vraiment. Donc, dans ce qui est du psychisme, ce qui est important, c'est d'aller travailler dans les aspects de notre histoire, les différents aspects de notre histoire. Donc, notre histoire personnelle, qui est ici, maintenant, le passé, mais également l'histoire qui est liée à l'inconscient collectif. Vous voyez, donc ça en fait du travail, hein. On n'est pas arrivé encore, hein. Et c'est vrai que pour travailler sur les différents aspects de l'histoire, il y a une phrase de Socrate qui illustre très bien ce qu'on doit faire. « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras les dieux et les univers. » Cette phrase, elle représente le travail sur soi, le travail que chacun doit faire. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande majorité de personnes qui viennent vers moi ou avec lesquelles je discute, qui me disent « Ah, mais moi, je travaille aussi beaucoup sur moi, je travaille beaucoup sur moi. En fait, je fais beaucoup de choses. En fait, je vais faire telle formation, j'ai tel développement personnel, je vais aller voir tel thérapeute, après je vais voir tel autre, etc., etc. » Mais c'est pas ça le travail sur soi. C'est pas aller chercher des réponses à l'extérieur, c'est aller trouver des réponses en soi. Alors évidemment, l'extérieur peut nous aider à nous éclairer. Mais attention au discernement, c'est toujours pareil. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose et que vous pensez qu'il est plus éclairé que vous, qui va vous apporter la réponse. L'autre jour, j'ai rigolé parce que j'ai un patient qui est venu et qui s'installe face à moi et qui me dit « Voilà, moi je viens parce que en fait, j'ai un problème dans la 8e génération de ma lignée d'avant. » Ouf! Je dis « Bah dis donc, vous êtes remonté loin, monsieur. » Il me dit « Non, non, c'est pas moi, c'est une thérapeute qui me l'a dit. » Je dis « D'accord, génial. Eh ben dites-moi alors, qu'est-ce qui justifie ça? Comment elle le justifie en fait? Que ça appartient à la 8e génération, c'est la lignée des hommes. Comment ça, elle vous l'a amené? Ben non, elle m'a juste dit des choses comme ça. Alors moi, évidemment, le discernement, c'est quelque chose que je mets toujours en branle. Toujours. Puis je lui ai dit, mais en principe, quand on avance quelque chose, il faut pouvoir apporter la preuve de ce qu'on avance. Vous me dites ça, mais moi, ça me parle pas ce que vous dites. Moi, je vois pas une problématique avec votre 8e génération, la lignée des hommes d'avant et d'avant. Mais bon, laissons ouvert la porte et puis on verra. Puis c'était pas du tout ça. Mais pas du tout. Et c'est vrai que j'en vois un grand nombre qui viennent avec une problématique qui n'est pas la leur. Donc, ils vont prendre pour argent comptant ce qu'on va leur dire, et ils vont travailler dessus en passant à côté de leur véritable guérison. Voyez? Et c'est là où je dis attention au discernement.
Ne pensez pas qu'un tel, parce qu'il parle bien, est plus éveillé que vous, quoi que ce soit. Faites toujours à votre niveau. Vibrez votre cœur. Le cœur, tout le monde en a un, hein, donc on peut comprendre, on peut le faire voir, enfin on peut le ressentir, si c'est juste ou pas ce qui nous communique. Donc oui, le travail sur soi, c'est avant tout se sauver soi-même. Alors effectivement, tout le monde attend le sauveur. Celui qui est venu sauver l'humanité il y a un peu plus de 2000 ans. Tout le monde l'attend. Et ça, c'est un schéma de l'inconscient collectif qui est fortement ancré en chacun d'entre nous. Donc tout le monde attend le Messie. Mais pourquoi on l'attend? Parce que le message, en réalité, qu'il a délivré a été mal compris. Ses enseignements ont été déformés et on l'a mal compris. En réalité, quand Jésus-Christ est venu et qu'il a donné ses enseignements, il appelait l'humanité à s'éveiller pour se libérer. Il n'est pas mort dans la croix, sur la croix pour nous. Non. D'accord? Donc effectivement, dans son enseignement, ce qu'on peut comprendre, c'est que chacun doit emprunter son propre chemin. Chacun doit emprunter sa propre voie et même porter sa propre croix. Personne ne peut prendre votre croix à votre place. Hein. Alors on peut aider, certes, on peut alléger, mais à un moment donné, le travail sur soi implique vraiment de faire les choses pour soi, à l'intérieur. Ça se passe tout à l'intérieur. Et moi, je fais comme ça. Hein. C'est-à-dire que ma méthode, j'ai pu l'élaborer moi-même parce que je suis allée chercher en moi mes propres outils, mes propres connexions. C'est tout un travail intérieur que j'ai fait depuis que je suis comme ça. C'est un travail d'une vie. Hein. Donc, effectivement, la faiblesse de l'humain, c'est toujours le mental ego. Ah là là, ce fichu mental ego. On lui mène la vie dure. Hein. Et c'est pour ça aussi, avec ce mental ego, que les personnes n'arrivent pas à évoluer. Elles se heurtent toujours à un mur. Elles n'arrivent pas à évoluer. En réalité, ces personnes, confrontées à leur mental ego, sont ce qu'on appelle dans leur moi. Mais oui, mais moi je veux, je souhaite, je désire, je commande à l'univers. Oh, la commande à l'univers. Extraordinaire. Je commande à l'univers. Ça, c'est pas une connexion au soi. Parce qu'en réalité, pour vous connecter au soi, il va falloir écraser votre moi. Vous êtes plus que ce que vous pensez être. Et là, le petit moi, c'est le mental ego. Donc libérez-vous de ce moi pour accéder à votre soi, qui est la connexion. Quand je parlais tout à l'heure, effectivement, que l'univers me montre et qui me ferme les portes, si je veux persister dans mon mental ego, c'est parce que là-haut, le message, il est clair. Moi, je ne vais pas chercher le message. Hein. Moi, je ne demande rien à l'univers. Il m'apporte ce que je dois recevoir selon le travail que j'ai effectué, moi, intérieurement. Je ne demande rien. Et puis finalement, alors qu'est-ce qui bloque une personne à aller chercher en soi? Ben, vous savez, quand une personne elle n'est pas malade, quand elle ne souffre pas, en réalité, elle est dans une forme de confort. Donc c'est vrai que c'est plutôt confortable de ne pas s'éveiller, de voir qu'on est dans une illusion la plus totale. On est dans l'illusion. Et en réalité, donc ne pas vouloir voir sortir la tête du sac, c'est bien dommage, parce que le travail sur soi, c'est la base. C'est là où on commence à ouvrir les yeux, à se dire, attends, il y a quelque chose qui joue pas, déjà. Comment le comprendre? Alors, je vais vous dire comment, par exemple, de la même manière, moi, j'ai été obligée et contrainte à faire un travail sur moi, mais contrainte et forcée. Et je l'ai seulement compris il y a quelques semaines, je vais vous dire. J'ai quand même 53 ans, hein. J'ai compris il y a quelques semaines, et je travaille tous les jours, hein, sur moi. Vous savez, je me suis rappelé que toutes ces dernières années, chaque fois que j'étais malade, j'allais chez le médecin. Donc j'ai eu des tas de maladies. Hein. J'ai eu fibromyalgie, j'en ai eu tellement, j'ai dû même les écrire. J'ai eu la fibromyalgie, l'endométriose, les vertiges, les problèmes de foie, les vésicules, les tendinites sévères, enfin les trucs, mais pas possible. Et chaque fois que j'allais chez le médecin, il me disait, mais non, vous n'êtes pas malade, c'est dans la tête. Et ils n'ont jamais voulu me soigner. Je vais même vous dire,
même enceinte de 9 mois, je suis allée travailler jusqu'au dernier jour de ma grossesse. Le médecin n'a jamais voulu m'arrêter, me mettre en congé maternité. Pourtant là, je peux vous dire, c'est pas dans la tête, hein. On est d'accord, hein. Et je me suis interrogée sur le pourquoi de cette aberration. Pourquoi je n'ai jamais vu un médecin pour me guérir et me soigner. Je vais même vous dire une chose, ça va peut-être vous faire rigoler. Il y a 1 mois et demi, je suis allée chez le dentiste. Après 2 ans de souffrance, je me suis dit, ouais, je vais me guérir moi-même, mais je ne suis pas arrivée. Donc je dis, je vais chez le dentiste. J'ai mes limites aussi, hein. Je suis allée chez le dentiste, donc pour une infection. Et là, il me dit, oh là là, il y a une carie, machin, il me fait pas de radio. Hein. Il y a une carie, machin, il me fait, bon, plein d'anesthésie, je sens plus ma bouche. Ok, je suis contente, je repars. Ah, ça y est, ça faisait 2 ans, j'ai arrêté de souffrir. Les 3 jours suivants, j'ai vécu une souffrance terrible au point d'être alitée le lendemain. Alors, je comprenais pas pourquoi j'avais aussi mal, mais c'était terrible, terrible. J'en ai même pleuré tellement j'avais mal. Eh ben, vous savez quoi? Il s'était trompé de dent. Vous allez pas me dire quand même, hein? Eh ben, même ça. Donc, quand je suis retournée le voir en urgence pour lui dire, écoutez, je crois que vous êtes trompé de dent, alors il a mal pris, genre, tu vas m'apprendre mon métier? Non, non, mais je vous dis, j'ai une infection. Il dit, mais non, mais non, mais non. Et puis, en fait, si, quand il a fait la radio, il a vu que j'avais raison, quoi. Donc, mais pour vous dire qu'en fait, l'univers, il m'a toujours poussé à aller voir en moi. Et j'ai donc dû me guérir moi-même de tous ces maux-là, parce que les médecins ne me donnaient pas de réponse ou de traitement ou de quoi que ce soit. Donc, et pourquoi tout ça, finalement? Je me suis posé la question, mais pourquoi tout ça? En réalité, c'était pour aujourd'hui. Voyez-vous, vous comprenez ce que je veux dire? C'était pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en ayant guéri de plein de choses, en ayant compris plein de choses, en fait, je permets maintenant aux autres de le faire. Je permets aux autres d'être là aussi pour les aider à guérir. Mais pour ce chemin qui est très compliqué, qui est ma voie, hein, qui est une voie spécifique, eh ben, j'ai dû passer par là. Donc, voyez, en fait, je posais les jalons, mais sans le savoir, de ce que j'allais faire aujourd'hui. D'ailleurs, encore aujourd'hui, finalement, je me dis, nos limites. J'ai horreur qu'on me mette des limites. Hein, dès qu'un patient me dit, oh là là, mais je sais pas si, oh là là, stop, stop, on parle pas comme ça. Non, non, tout est possible. Tout est possible. Pas de limite. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, très franchement, je sais pas où je vais. Aujourd'hui, j'ai ces perceptions-là. Demain, je sais pas. Voyez-vous? Je me laisse guider. Et je me laisse aller. Bon, le mental ego, des fois, il revient, mais je lutte. Et en réalité, donc, c'est à force de m'introspecter que j'ai compris que dans ce travail d'introspection, dans ce travail de guérison, il y avait comme un processus. J'avais la notion du processus alchimique. Et c'est vrai que j'adore le côté alchimie des choses, moi. Et en m'introspectant, j'ai dit, c'est marrant, en fait, ce que j'ai vécu, ça ressemble à un processus alchimique. Vous savez, l'alchimiste, c'est celui qui va travailler toute sa vie dans son laboratoire à vouloir transformer le plomb, donc une matière vile, hein, en or. Pour finalement, à la fin du processus, c'est ce qu'on appelle le grand œuvre, et arriver à la pierre philosophale. Et donc, par intuition, j'ai mis le nez dans les ouvrages d'alchimie, et c'est incroyable, mais j'ai trouvé mon propre processus. Mon processus spirituel, on va dire. D'accord? Alors, comment ça se passe? Je vais vous résumer, je vais faire en sorte que ce soit très simple, parce que l'alchimie, ça peut être très compliqué. Donc moi, j'aime pas quand c'est trop compliqué, donc je vais vous faire ça d'une manière simple, et puis en plus, je suis pas alchimiste. Enfin, d'une certaine manière, je suis peut-être alchimiste de l'âme, mais bon. Alors, dans ce processus, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'œuvre noire. Intéressant déjà. L'œuvre au noir. En réalité, cette phase, elle prend naissance à la suite d'un événement tragique. Un événement qui va complètement nous abattre, qui va nous déconstruire. D'ailleurs, souvent, dans le laboratoire d'un alchimiste, on peut trouver un symbole qui fait référence à cette forme de chaos, c'est-à-dire le symbole du serpent qui se mord la queue, l'ouroboros. Et à l'intérieur, une inscription en latin qui dit « Ordo ab chaos » qui signifie « l'ordre naît du chaos ».
pour que les choses puissent se mettre en place, il faut un chaos total. C'est-à-dire le chaos qui va faire que nos croyances vont être ébranlées, par exemple. Il va falloir nous déconstruire. Parce que l'idée, c'est quand même de ensuite renaître à nous-mêmes. Alors, dans cette première phase de processus, c'est très compliqué. C'est très compliqué puisque c'est une étape qui est très douloureuse en réalité. Parce qu'on va se confronter à nos parts d'ombre. Vous voyez, noir, l'ombre. On va se confronter à nos parts d'ombre. Et la problématique dans cette phase, c'est que on peut y rester. On peut rester embourbé dans nos parts d'ombre et ne jamais en émerger. Et c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de personnes qui font des dépressions et qui restent en très très longues années, voire toute une vie, en dépression. Elles n'ont pas réussi à émerger de cette première étape du processus, après ce chaos où il faut effectivement émerger, c'est-à-dire aller plonger, aller s'introspecter, voir cette ombre. Allez, on se fait face à face. C'est un face à face avec soi-même, qui n'est pas agréable du tout d'ailleurs. Et en réalité, dans chacune étape du processus, vous allez voir, il y a 4 étapes, il faut toujours être très vigilant. Parce que dans chaque étape, il y a des pièges. Et là, dans cette étape-là, le piège, c'est d'y rester. Et de ne pas pouvoir s'élever au-dessus, donc, de nos ombres. La deuxième étape, c'est l'œuvre au blanc. Ici, dans cette phase, on commence, je dirais, à ouvrir les yeux. On commence à faire la part des choses. C'est comme un peu faire le tri. Voyez-vous, on commence à enlever de la matière un petit peu ce qui est des parcelles de lumière. On va dire, on va commencer à mettre en place quelque chose. Et voyez-vous, en fait, moi ce que j'ai compris dans mon processus à moi, c'est que le fameux plomb sur lequel travaille l'alchimiste, c'est la matière, c'est l'ombre et c'est l'inconscient. Alors, effectivement, par rapport à ça, moi je dis souvent à mes patients, je vais aller voir ce que vous avez dans votre cave. Pour moi, si vous voulez, la cave, alors j'adore ce symbole parce qu'il me parle vraiment. C'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que quand je vois la cave, je vois un endroit froid, humide, très sombre. Qu'est-ce qu'on y met dans la cave? On met des trucs qu'on ne peut plus voir. On met des trucs moches, vieux, qui savent plus. Voyez, inutiles. Enfin, en tout cas, ce qu'on pense. Et alors moi, je vais aller chercher dans votre cave ces éléments-là et je vais vous les porter au salon. Pourquoi le salon? Tout simplement parce que le salon, c'est la pièce souvent la plus éclairée de la maison. Alors, quand j'arrive avec ces éléments au salon, alors je ne mets pas de lumière, attention. Je les mets en lumière. La lumière, c'est ni plus ni moins que la connaissance. Donc je porte à votre connaissance les éléments que vous aviez dans votre cave et qui vous empêchaient de voir clair. Donc je les prends, je vous les donne à vous pour que vous puissiez appréhender, les comprendre. Et vous savez, ces fameux éléments, pour moi, ils valent de l'or. Et pour moi, c'est ça l'or. Parce que c'est des éléments qui vont vous permettre de guérir. Alors c'est moche au départ, c'est comme le plomb, c'est moche au départ, mais au final, c'est juste magnifique. Voyez? Et c'est ça la magie. Voyez-vous? Alors, on en arrive à la 3e phase, parce que là, c'est pas fini, Faut quand même aller plus loin. La 3e phase, l'œuvre au jaune. Une phase vraiment très 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 intéressante. Alors, c'est une phase pendant laquelle les perceptions changent. C'est comme si on se distingue un petit peu du groupe, on prend une autre voie, un peu. C'est la phase de l'éveil. De l'éveil souvent, oui, spirituel, effectivement. Cette phase, c'est aussi la phase de la connexion au soi. D'accord? Donc c'est là où on va commencer à rentrer en lien avec les univers et les mondes invisibles. Le problème, c'est que si vous n'avez pas travaillé correctement lors de cette phase, vous allez être happé par votre mental ego. Parce que ces nouveaux pouvoirs, vous allez vous identifier à ces nouveaux
pouvoir, à ces nouvelles connexions. Et ça va jouer à votre propre perte. Et là, dans ces phases-là, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'éveilleurs de conscience, de gourous. On voit beaucoup de thérapeutes aussi, etc., qui sont dans cette phase-là, qui sont connectés, mais pas à la bonne source. Donc, j'en passe des meilleurs. Voyez? Donc, je vais pas tout développer, parce que je vais en scandaliser plus d'un. C'est pas mon intention. Donc, sachez que cette phase est extrêmement difficile à dépasser parce que le mental ego est tellement présent qu'il ne faut surtout pas s'identifier à ce qu'on vous envoie. Reconnaissez les vibrations, hein, attention. Parce que ce qu'il faut bien dire ici, c'est que, ok, vous faites une expérience avec l'invisible. Mais l'expérience, en réalité, à elle-même, elle suffit pas pour savoir, si vous voulez. Cette expérience, c'est pas juste, ouais, j'ai connecté ça. Il faut la comprendre. Il faut l'analyser. Et puis, surtout une chose, ça s'arrête pas là non plus. Il faut l'intégrer. Il faut aussi aller s'instruire. Il faut aller s'instruire. Par exemple, moi, j'ai mes outils, c'est les livres. Alors effectivement, hein, dans les livres, c'est la même chose. Hein. Attention au discernement. Hein. Vous pouvez lire un bouquin de 500 pages, il n'y a que 3 mots valables, finalement. Mais les 3 mots vont suffire. Moi, vont me suffire à comprendre quelque chose. Et chaque bouquin que j'ai eu, depuis le départ, il m'aura permis d'avancer. D'accord? Donc, c'est vrai que là, les bouquins, ils deviennent difficiles à trouver maintenant. C'est comme ça. La dernière phase, c'est l'œuvre au rouge. Alors ça, c'est l'heure. Alors là, c'est pour y arriver, courage. Hein. En réalité, je vais vous dire, il y a très peu d'élus. C'est rarissime. Je sais même pas s'il y a un élu tous les 100 ans par siècle. Je suis même pas sûre. En tout cas, cette œuvre rouge, selon les alchimistes, donc elle termine le grand œuvre. Hein, c'est la dernière étape. C'est la fusion de la matière et de l'esprit. C'est le mariage alchimique final, fusion de la matière et de l'esprit. Autrement dit, si vous voulez, en tant qu'être humain, c'est aussi faire descendre l'esprit dans la matière. C'est ça, la fusion, l'œuvre rouge. Alors, effectivement, moi j'ai suivi mon processus, je suis toujours en train de le continuer, hein, ce processus alchimique, mais si vous voulez, je le vivais, mais je ne savais pas que j'étais en train de le vivre. Je n'avais pas les mots dessus, j'avais les sensations, j'avais cette conscience de ce que s'opérait en moi, mais je n'avais pas de mots dessus, si vous voulez. Donc effectivement, je suis allée m'instruire, je suis allée chercher, j'ai cherché, et c'est là que j'ai compris que mon processus, il s'apparentait vraiment à ce processus alchimique. Alors, c'est vrai que moi, j'ai passé toujours ma vie à vouloir comprendre le sens de la vie, le monde, pourquoi il y avait tout ça, parce que pour moi, ça n'a jamais tourné vraiment rond, tout ça. Donc c'est comme je disais, par rapport à ce processus, c'est un processus difficile dans la mesure où beaucoup de personnes s'y perdent. D'accord? On peut rester bloqué pendant très longtemps, des années, puis même mourir avec le blocage à tel état de processus, mais c'est pas grave. L'idée c'est que quoi qu'il en soit, c'est d'avancer. Avancer toujours. Puisque finalement, quand vous partez de l'autre côté, au moment de votre décès, qu'est-ce que vous allez partir? Vous partez avec quoi? Vous n'allez pas partir avec votre matériel. La maison, la voiture, l'argent, non. Partez avec rien du tout. Alors, partez avec votre richesse spirituelle. Ça va vous servir de l'autre côté, je peux vous le garantir. Donc, allez-y, partez en quête de vous-même. Et d'ailleurs, par rapport à ce cheminement, j'ai compris depuis longtemps quelque chose. Et ça, c'est très inconfortable quand on le découvre. Qu'en réalité, le libre arbitre n'existe pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent le contraire. Alors, je ne vais pas vous contrer, je vais simplement vous inviter à continuer votre voie, à continuer à avancer sur vos expériences pour vous en rendre compte un jour. Le libre arbitre n'existe pas. Alors, par rapport à tout ça, dans ce processus-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque étape, l'individu va se confronter à lui-même. Il se confronte à lui-même, il se confronte au monde visible, au monde invisible et donc au monde de l'ombre aussi. J'ai moi-même affronté le monde de l'ombre. Je l'affronte d'ailleurs tous les jours. Et c'est pas un euphémisme, hein. Enfin si, c'est un euphémisme, au contraire.
Donc je ne vais pas vous transmettre toutes les expériences vécues par rapport à l'ombre, mais j'ai bien compris, en tout cas, que l'ombre est indissociable de la lumière. Alors quand je dis que je l'ai compris, je dis pas sur un plan mental, je l'ai compris sur le plan de l'expérience, en conforté effectivement par après le discernement, s'instruire, ressentir, etc., etc. Donc en réalité, l'ombre pour moi, vous allez être scandalisés, c'est un outil mais précieux. Hein. Alors on est d'accord, ça ne veut pas dire que je fais de la magie noire, hein, que je fais des potions magiques avec des dents de poule et des cheveux de grenouille. Hein. Il y a pas de magie noire là-dedans, attention, hein, pas du tout. En réalité, c'est un outil qui permet d'évoluer vers la connaissance. D'accord ? La lumière, c'est la connaissance. Alors c'est vrai que souvent je suis aussi confrontée, y compris avec mes collègues thérapeutes, hein, qui trouvent l'ombre tellement néfaste qu'ils envoient de la lumière sur l'ombre. Allez, on envoie de la lumière. Non, ça c'est une erreur aussi. C'est une erreur et je peux vous en parler parce que j'ai fait cette erreur moi-même. Il y a quelques années, effectivement, je suis retrouvée confrontée à une entité de l'ombre, très noire comme ça. Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait comme une novice? J'ai voulu envoyer de la lumière. Allez, j'envoie de la lumière. Et là, j'ai compris mon erreur. Parce qu'en fait, ce qui m'a été communiqué par cette entité-là, c'est que je devais la respecter pour ce qu'elle était. Parce que dans sa réalité, c'est elle qui me permettait d'accéder à la lumière. Et en réalité, en lui jetant de la lumière, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que grossir. J'attisais sa colère. Parce que, en fait, ce n'était pas la respecter pour ce qu'elle était. D'accord? Donc, ici, l'ombre est véritablement indissociable de la lumière. C'est un appui pour aller vers la connaissance. Alors, effectivement, ça aussi, c'est des données qui sont pas souvent mentionnées. Hein, tout le monde a peur de l'ombre. Et donc, de la même manière, donc, je vois que y a des incompréhensions sur notre véritable mission ici sur Terre. En réalité, moi, je vais vous dire une chose. Comme je les vois, hein, ça m'appartient. Pour moi, on n'est pas arrivé sur cette terre juste pour naître, mourir, avoir un boulot, des gosses et repartir. Moi, je vois que selon ce que j'ai compris de la vie, de mon cursus et de ce que je vois des personnes qui viennent à moi, c'est qu'en réalité, on est venu effectivement vivre une expérience humaine, mais cette expérience humaine, elle est juste là pour nous faire retrouver l'unité. Parce qu'on est toujours en dualité. On se débat, on est tout le temps avec notre mental ego. Et en réalité, on est juste venu faire l'expérience de cette unité. C'est-à-dire, je reprends, de spiritualiser la matière. Vous voyez, on revient à ce processus alchimique, c'est-à-dire le plomb, le mettre en lumière. Vous voyez, et nos parts d'ombre, les mettre en lumière. L'inconscient, le mettre en conscience. Faire que les vases communicants opèrent. C'est ça. Et donc, on est venu faire cette expérience pour retrouver l'unité et sortir. Et ça, c'est la guérison ultime, la guérison définitive. Qu'est-ce que c'est au final? C'est sortir du cycle de l'incarnation. C'est ça, la guérison ultime. Parce qu'en réalité, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, j'ai bien compris que nous sommes en enfer. La terre, c'est l'enfer. Vous avez envie de revenir vivre l'enfer? La vie prochaine, la douleur, la souffrance, la perte, l'abandon, les angoisses, tout ça? Non? Alors, au boulot? Allez, on enclenche les processus. En tout cas, moi, je fais ce que je peux pour essayer de m'élever le plus possible. Parce qu'effectivement, cette guérison ultime, c'est vraiment aller à l'unité. Alors, pour revenir à l'ombre et à la lumière, alors c'est vrai qu'on retrouve ce symbole, ces deux valeurs, dans le symbole du yin et du yang. D'ailleurs, ce que je vous ai dit par rapport au processus alchimique, hein, ça fait partie de l'école des mystères, et en réalité, il y a plein de symboliques aujourd'hui qui sont à notre portée, mais qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas interpréter. D'accord? Donc, c'est pour ça, moi je me suis dit, je vais partir du symbole du yin et du yang que quasiment tout le monde connaît.
Donc, dans le symbole du yin et du yang, on est d'accord. Donc, il y a deux parties. Une partie noire, c'est le yin, c'est le féminin, c'est l'ombre. C'est la terre. Le yang, le masculin. J'ai entendu le soleil. La lumière, le ciel. Voyez-vous? Et en opposition, nous avons donc l'ombre, la lumière, mais en même temps, nous avons le masculin et le féminin. Les deux parties parfaitement emboîtées, les deux parties parfaitement emboîtées représentent l'unité. En réalité, cette unité-là représente notre âme primordiale. C'est-à-dire qu'au départ, avant notre première incarnation, nous étions une âme primordiale. Quand on a chuté dans la matière, je dois dire, ça doit être ça, les deux parties se sont séparées. Le masculin et le féminin se sont séparés. Elles sont parties vivre chacune leur expérience dans différentes dimensions, dans différents cycles de vie. D'accord ? Et en réalité, donc, une fois que les deux parties sont parties vivre leur expérience, leur cycle, l'idée c'est qu'elles se rejoignent à un moment donné. Ce qui revient à dire qu'ici, on est dans ce qu'on appelle le mariage alchimique. C'est-à-dire que l'alchimiste, sans sa parfaite moitié, il ne pourra pas partir du cycle d'incarnation. De la même manière, la femme, sans sa véritable moitié, ne pourra pas sortir du cycle de l'incarnation. Donc là, il faut retrouver votre parfaite moitié. Attention, hein, il y a l'illusion dans la perfection de la moitié, hein. Il y en a qui pensent être avec leur moitié, mais c'est pas tout à fait ça, hein. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'on commande à l'univers, faites attention. Alors, effectivement, donc sans le savoir, il se peut que cette autre moitié, elle est avec nous de vie en vie, voyez-vous? C'est-à-dire, on est l'un avec l'autre de vie en vie, on prend des rôles différents, mais on ne le sait pas. Et des fois, il se peut que plusieurs centaines de vies se soient passées et qu'on ne l'ait pas retrouvé encore. Ok ? Mais voilà, l'idée c'est vraiment à nouveau retrouver cette unité, donc pour sortir du cycle de l'incarnation. C'est-à-dire ne plus revenir sur cette terre, on est d'accord, hein. Parce que finalement, vous savez, il faut bien dire les choses, on est dans un monde d'illusions. Et l'humanité et ceux qui la composent font partie de l'illusion. Donc, vous voyez, cheminer en conscience, c'est un travail extrêmement difficile. Et on y arrive vraiment en se connectant à soi et en se laissant guider par notre soi. Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Donc, si je résume brièvement un petit peu ce parcours, je dois dire que la guérison ultime, donc, sous-tend de retrouver ses véritables origines. Vous savez, les fameuses mémoires, incarnations, etc. Parce qu'effectivement, nous sommes perdus, nous sommes ignorants. Pourquoi? Parce que nous savons pas d'où nous venons. Ne sachant pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Donc, pour savoir où on va, il faut bien savoir d'où on part. Donc, il y a tout un travail en amont à faire. Donc, retrouver les mémoires, retrouver nos vies antérieures. Et ça, moi, je vois plein de gens qui me disent, ouais, j'ai retrouvé ma vie antérieure. Mais attention, c'est pas une approche mentale. Il faut l'intégrer, il faut comprendre. Qu'est-ce que nous a apporté cette vie antérieure qu'on a ramenée aujourd'hui? Vous voyez, c'est pas simplement de dire, ouais, super, j'ai été princesse dans une autre vie. C'est pas que ça. C'est aller voir dans ce statut-là, qu'est-ce que vous en avez ramené. Moi, dans mes précédentes vies, j'ai eu beaucoup de souvenirs de misère. Beaucoup de misère, vraiment. Le plus beau souvenir que j'ai, c'est quand j'étais plutôt gitane. C'est marrant, hein, ça me va bien finalement. J'étais gitane et j'avais ce souvenir de liberté, vous savez, dans la roulotte. La liberté, c'est-à-dire les chansons au coin d'un feu, la liberté. Parce que c'est vrai qu'au fond, je suis plutôt une rebelle. Je suis une anti-système, je ne fais jamais rien comme tout le monde. Je suis vraiment toujours dans ma propre voie. Voyez? Et chacun a sa propre voie. Il ne faut pas s'identifier à un tel ou à tel autre. Non, on est tous différents. On est individuels. Donc on a chacun notre propre voie. Et c'est à chacun d'entre nous, qui nous appartient de la faire naître, de la faire émerger.
Alors, c'est vrai que par rapport à tout cela, la femme, mais la femme, où est-elle? Alors, c'est vrai que la femme a un rôle capital à jouer dans ce processus-là. Le problème, c'est que l'inconscient collectif, il nous a bien ancré dans les mentalités que c'est la femme qui est responsable de la chute de l'homme. Ben oui, mesdames, enfin, voyons, qu'est-ce qu'on a fait là, hein? Donc effectivement, déjà inscrit dans l'inconscient collectif, si vous voulez, on a une empreinte très forte qui dit que le principe masculin est supérieur au principe féminin. Et donc la place de la femme n'est pas, n'est pas, comment dire, tangible. Ok? Donc mesdames, reprenez votre place. Parce que je vais vous dire une chose. La femme est la nature. Elle incarne vraiment les secrets de la terre-mère, de la terre. Détruire la nature, c'est détruire le féminin. Alors, mesdames, quand je vous dis reprenez votre place, c'est pas faire du bodybuilding, casser la figure à tout le monde, hein. Non, c'est juste d'honorer votre féminité. Voyez? C'est d'honorer ça. Parce qu'on est la vie, finalement. Voyez, il faut bien vous mettre ça dans la tête, hein. Donc, reprenez votre place. C'est super important. Alors, l'élément qui vient souder tout ça, parce qu'il y a quand même un élément essentiel par rapport à tous ces processus, par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est lequel selon vous? Personne n'a suivi ou bien? C'est l'amour. Eh ben oui, l'amour. L'amour avec un A majuscule. Je ne suis pas sûre que l'on connaisse sur notre terre ce qu'est l'amour véritable, inconditionnel. Je suis pas sûre. Du tout. J'ai fait des expériences qui m'ont montré, quand je suis passée de l'autre côté, en conscience, hein, l'amour. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous, on éprouve ici. Donc, c'est vrai que je ne peux pas développer davantage de ce thème sur l'amour ou sur la femme ou sur d'autres notions, parce qu'il y aurait tellement à dire, mais tellement à dire. Ça devrait faire même l'objet d'une conférence à part entière. Alors, je vais conclure en vous lisant un petit poème de Gérard de Nerval. J'espère que ce petit poème, bon, il est très court, c'est juste pour vous inviter à réfléchir, à méditer peut-être sur ce qu'est vraiment que le sens de la vie. Ce petit poème s'intitule « Épitaphe ». Il a vécu tantôt gai comme un Sansonnet, tour à tour, amoureux, insoucieux et tendre, tantôt sombre et rêveur, comme un triste clitandre. Un jour, il entendit qu'à sa porte on sonnait. C'était la mort. Alors il la pria d'attendre, qu'il eût posé le poing à son dernier sonnet. Et puis, sans s'émouvoir, il s'en alla s'étendre au fond du coffre froid où son corps frissonnait. Il était paresseux à ce que dit l'histoire. Il laissait trop sécher l'encre dans l'écritoire. Il voulait tout savoir, mais il n'a rien connu. Et quand vint le moment où là de cette vie, un soir d'hiver, enfin l'âme lui fut ravie, il s'en alla, disant « Mais pourquoi suis-je venu ?» Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Un petit peu de questions. Oui, oui, très bien. Voilà. Je suis à vous pour les questions. Oui, monsieur, toujours les questions. Je vous ai reconnu. Il prépare déjà des questions avant. Il va essayer de me piéger. Je lis déjà dans les consciences, je suis désolée. Hein. Oui. Non. Au début, un petit peu. Au début, oui, j'ai eu une dent contre lui, mais en même temps, ça faisait appel, si vous voulez, à une cumulation de mon histoire où je me disais, c'est pas possible, à chaque fois, voilà, c'était une fois de plus. Mais non, pas de dent contre lui. Non, parce qu'il s'est bien rattrapé. Je vais apporter une réflexion sur une célèbre phrase de Jung. Oui. Il disait que, je ne connais pas le mot à mot exact, qu'il n'y a pas plus de
de lumière sans ombre que d'ombre sans lumière. C'est ce que je dis, c'est absolument. Donc il fait référence, pour ceux qui n'ont pas entendu, à la citation de Jung qui dit qu'il n'y a pas plus de lumière sans ombre que d'ombre sans lumière. Ça rejoint exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'ombre est indissociable de la lumière et que l'on doit travailler de la même manière avec l'ombre que l'on doit travailler avec la lumière et que l'on doit respecter l'ombre pour ce qu'elle est autant que pour la lumière ce qu'elle est. Parce que ce sont deux valeurs et les deux valeurs, si vous voulez, elles se subliment l'une à l'autre. Sans l'une n'existe pas l'autre. Voilà. Si la lumière veut se projeter sur l'ombre, elle fait disparaître l'ombre. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est transmuter. L'histoire, c'est de transmuter l'ombre, en fait, d'en faire de la lumière. Quand je dis spiritualiser la matière, c'est ça en réalité. C'est-à-dire nos parts d'ombre. Hein, notre histoire, toutes nos aventures, tous nos dysfonctionnements, ce sont nos parts d'ombre. Et dès qu'on commence à les comprendre, eh ben, ils se transforment en lumière. C'est la fameuse cave, vous savez, où je vais chercher les éléments. Ce qu'on n'aime pas, ce qu'on trouve moche, qu'on met de côté, qu'on veut pas voir. C'est ça. Vous voyez, c'est ça l'ombre aussi. Ah. Dans un rêve, j'ai descendu, j'étais dans une cave, oui. Une sorte de grande fosse. Il y avait des gens qui étaient restés en haut. Oui. J'ai enlevé de cette cave tous les objets qui ne me servaient à rien, je les ai balancés aux gens. Oui. Oh, ben, c'est sympa, lui, de balancer par d'ombre aux personnes. Je sais pas si vous entendez. Vous entendez ce qu'il dit? Et puis, j'ai trouvé un stylo. Oui. Celui-là, il appartenait à ma mère. Je le garde précieusement. Oui, pour écrire, ouais. J'ai trouvé un sou, une pièce de monnaie. Ouais. Très symbolique. Oui. Je le garde pour moi. Ah, ouais. La plume, c'était pour réécrire votre histoire. Voilà, exactement. Ouais. Voyez. Et les rêves, en réalité, ils véhiculent l'inconscient, les rêves. Hein. Moi, j'ai des patients qui arrivent et ils me disent « Ah, tiens, j'ai fait un rêve bizarre et tout. » Et puis non, mais moi, je le vois tellement clairement. Donc, on peut décoder les rêves. Moi, j'ai toujours dit que les rêves, c'était des précieux outils. Hein. Moi, quand je fais un rêve et que je me rappelle comme si c'était pour de vrai, je me dis « Oula !» Bon, la réponse, elle est le lendemain. Hein. C'est des rêves prémonitoires. La réponse, elle est le lendemain. Elle est là. Mais par contre, on me présente pas le rêve, effectivement, tel qu'il se passe dans la réalité. C'est à moi d'aller le décoder. Alors des fois, on s'y met à deux avec mon homme pour décoder le rêve. Une fois que c'est décodé, mais c'est tellement évident, voyez. Mais l'inconscient, oui. Donc cet inconscient, c'est cette part d'inconscient en fait qui nous rend malade, parce que cet inconscient, c'est notre ignorance. On a oublié qui nous sommes. On a oublié et surtout, on n'arrive pas à se projeter au-delà de notre mental ego. On a opté pour un fonctionnement confortable, voyez. Et donc, c'est vrai que aller commencer à s'introspecter, c'est très inconfortable. Hein. Tout d'un coup, on se dit, là, j'ai pas été chouette, là, j'ai pas été cool, là, j'en veux à ma mère pour ça ou à mon père. Mais bon, c'est pas grave. On grandit avec tout ça, on évolue avec tout ça. Ce sont vraiment des outils, hein. Moi, je trouve qu'on a un environnement qui est plein d'outils. Alors, moi, vous savez, moi, mon corps, c'est un outil. Et je me connais parfaitement. Eh ben oui. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les univers. Donc oui, en me connaissant et en allant en moi-même, effectivement, j'ai accès à certains univers. Mais voyez, mais par exemple, cet outil, il m'est utile tout au long de la journée. Personne qui vient me voir, qui vient me parler, je sais tout de suite comment mon corps réagit. Qui est-ce que j'ai en face de moi? Voyez? Je sais tout de suite. Parce que mon corps me le dit. C'est pas mon mental, c'est mon corps. Moi, des fois, mon mental, il me dirait, mais non, il est sympa, cette personne, c'est cool et tout. Non, non, attends. Voilà. Donc, on a des masques. De la même manière, vous savez, donc on a une personnalité. Mais cette personnalité, c'est une accumulation de masques. Cette personnalité, c'est pas notre identité. Nuance. La personnalité, c'est celle qui se construit avec toutes ces expériences, toutes ces choses que l'on a vécues, que l'on a traversées. Et on s'est construit plus ou moins comme on a pu avec ce qu'on avait. Mais ça n'empêche qu'on met des masques, les uns derrière les autres. Ok? Et on opte pour un masque selon la situation, selon la personne, selon l'environnement. Donc on change de masque, etc., etc. Ça, c'est une personnalité, mais personnalité ne veut pas dire identité. C'est votre identité qu'il faut retrouver. Vos origines. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oui?
Oui. En fait, même quand on est incarné, c'est une petite anecdote, j'avais suivi un stage interdiciel il y avait pendant une semaine des jeux de rôle, tout ça. Et à la fin, on était à 3 voitures, on allait à la gare, on était à ça. Ah, en fait, ça s'est ouvert, j'avais de l'amour pour tous les gens, mon volant, Ouais. en fait, plus dans la personnalité. Non. Et en fait, une fois qu'on a vécu une, deux fois, à peine de temps, Ouais. eh ben, on sait qu'il y a autre chose. Bien sûr. Si on retourne ses mains, Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est toujours important d'être dans le cœur. Hein. Vous savez, tant qu'il y a des doutes, tant qu'il y a des angoisses, ça veut dire qu'on est dans le mental. Si vous avez des doutes, des angoisses, vous êtes dans le mental. Dès que vous êtes dans le cœur, plus rien n'existe. Il y a juste l'instant présent. Et le présent, ça veut bien dire présent comme un cadeau. C'est-à-dire que dans le présent, le passé, il n'est pas, et le futur, de toute façon, il ne se dessine pas encore. C'est dans le présent. Et sachez que dans le présent, on peut corriger notre passé en faisant la paix. Voyez ? Mais non. Mais non. On est aligné. Voyez ? C'est aligné. C'est l'alignement corps, âme, esprit. Voilà, l'alignement. Et quand on est dans un parfait alignement, on n'a pas de doute, on n'a pas de peur, on est juste bien, en fait. Voyez ? On est présent à soi-même. L'idée, c'est toujours d'être présent à soi-même. Vous parliez tout à l'heure de la descente de l'esprit dans la matière. Oui. Justement, nous sommes à la Pentecôte. Oui. C'est une belle synchronicité, oui, la Pentecôte et faire descendre l'esprit dans la matière. Ceci dit, n'attendez pas que l'esprit arrive à vous comme ça. Hein. Il y en a qui disent, la conscience, elle descend. Oh, non. Il faut aller la chercher, la conscience. Il faut se donner la peine d'aller à son contact pour qu'elle arrive. C'est pas en étant dans le canapé, à regarder la télé que la conscience va arriver. Hein. Je suis très sévère là. Mais c'est dans le sens où le travail sur soi est incontournable. Donc c'est vraiment travailler à faire basculer cet inconscient en conscience pour qu'elle arrive, pour qu'elle s'imprègne. Il y avait une question là-bas au bout. Mon Dieu! D'accord. Donc, monsieur, c'est toujours le même monsieur qui parle pour l'instant. Il m'a parlé de son rêve, il m'a parlé, enfin voilà. D'accord, c'est noté. Oui. Absolument. Absolument. Donc effectivement, alors par rapport à ça, d'ailleurs, j'ai eu un soin absolument incroyable, pas plus tard qu'avant-hier, par rapport à cette histoire-là, d'hommes et femmes. Donc, si vous voulez, effectivement, moi, dans plusieurs incarnations, j'ai été un homme. Hein. Vous voyez, je le sais. Hein. Ma manière aussi de fonctionner, ma détermination, ma volonté, le fait de foncer, etc. Ça, c'est, on dit que c'est masculin, mais c'est faux en réalité. L'autre jour, j'ai une jeune femme qui est venue me voir au cabinet. Elle voulait absolument venir me voir en chair et en os. Et c'était incroyable parce que dès qu'elle est arrivée, waouh, j'ai tout de suite vu la problématique. Alors je lui ai quand même dit de me dire ce qui l'amenait vers moi, parce que des fois je vois des choses, mais peut-être c'est pas celle qu'elle souhaite travailler. Elle me dit, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, j'ai ce corps, elle me dit, mais je dis oui, j'ai compris, c'est bon, je vais vous expliquer. Alors vous allez voir comment s'est passé le soin, c'était de la magie pure. C'est-à-dire que cette personne avait une très grande empreinte d'une vie antérieure en tant qu'homme. Et dans cette vie antérieure, je l'ai vu, hein. J'avais le film devant moi. Hein. C'était un homme avec ses cheveux longs, barbu, comme ça, avec des biceps pas possibles, voyez. Et il faisait tout le temps la guerre. La guerre, pour lui, c'était comme un salut, ne pas réfléchir, ne pas penser. Et en réalité, elle était inconfortable dans son corps de femme parce qu'elle avait gardé en mémoire cette identité d'homme qui était très forte encore chez elle. Elle ne savait pas comment, finalement, gérer sa féminité. Alors tout de suite, je l'ai mise à l'aise. Je lui ai dit tout de suite, à la première minute, je lui ai dit, vous savez ce que c'est qu'une femme? Une femme, c'est une guerrière. Elle m'a fait, yes! Voilà. Ça là, tout de suite. Voilà. Et en réalité, c'est ce que je lui ai dit, c'est que sa problématique, c'était d'arriver
à faire en sorte que cette grande identité d'homme et de femme se rejoigne en elle. Et elle, aujourd'hui, elle incarne un corps de femme. Mais on peut avoir, c'est ça en fait la question, c'est la réponse, je veux dire, c'est que finalement, même si on a incarné un corps d'homme ou un corps de femme dans notre vie, on peut à un moment donné, et on doit à un moment donné, aussi à l'intérieur de nous-mêmes, faire se marier ces deux parties. D'ailleurs, pendant le soin, cette dame, elle avait un fort mental égo, hein, dans le sens où, voilà, à un moment donné, je lui dis, c'est bon, puis tout d'un coup, je vois dans son énergétique que le mental revient. Je dis, ah non, vous faites pas le coup, hein. Je lui dis, là, vous êtes en train de mentaliser, et puis, je lui dis, je vois que le soin, vous voulez pas, ça marche, mais elle dit, non, mais moi, je veux passer sur la table. C'est dingue, hein. Donc, c'est là que le mental, en fait, pour elle, il fallait quelque chose de tangible. Si elle ne passait pas sur la table, le soin n'était pas possible. Alors que ce que je lui ai donné, je lui ai dit, mais vous savez, je vous vois dans une vie antérieure. Vous avez des biceps pas possibles. Puis elle me dit, regardez, elle avait des super biceps alors qu'elle était menue comme ça. Et je lui ai dit, je vous vois avec une lanière autour du bras. Elle me dit, c'est dingue, mais je cherche toujours à mettre une lanière autour du bras. Voyez? Et je lui dis, puis je vois avec deux petits fils même qui pendent à la lanière. Elle me dit, c'est exactement ce que je cherche comme modèle tout le temps. Et je lui dis, mais vous étiez un homme vraiment hirsute, hein, la barbe comme ça. Elle m'a dit, j'adore ce type d'homme. Elle me dit, vous voyez Chabal, le rugbyman? J'adore. Alors je lui dis, vous vous rendez compte que vous êtes en train de me donner des éléments que vous pouvez conscientiser appartenant à votre vie antérieure? Elle m'était là, non, c'est dingue. Elle me dit, mais moi je veux la table. Ok, alors pour lui faire plaisir, parce que je savais, j'ai dit, bon, si je le fais pas, si j'inscris pas dans la matière le soin pour elle, elle va toujours douter. Ok. On passe à la table. Ok, c'est bon. Je pouvais lui donner la suite du film, hein, mais je l'ai donné sur la table. Et qu'est-ce que j'ai vu sur la table? C'était absolument extraordinaire. Alors j'ai posé mes mains sur sa tête, enfin sur ses yeux, les oreilles, les épaules et les pieds, en 4 étapes. Première étape, je vois l'homme en train de faire la guerre, comme un viking, hein, hirsute, roux, des poils, les cheveux partout, là, comme ça, hein, donc en train de faire la guerre, dans toute sa force. Tout de suite après, je suis passée à la femme. L'image de la femme, son extrême sensibilité, les pleurs, l'émotion. Oh, je me suis dit, tiens, c'est fou ça. L'image suivante, je vois ce guerrier s'effondrer. Tout d'un coup, il prend conscience que la guerre, en fait, c'est un échappatoire pour lui. Et qu'il faut du coup, il revient dans un émotionnel, il s'écroule et il pleure. Ce gros gaillard qui se met à pleurer. Et vous savez quoi? L'image suivante, c'est cette femme, toute fragile en émotion, qui vient et qui le serre dans ses bras pour le consoler. Image suivante, le soleil se lève à l'horizon. Ils sont tous les deux, côte à côte, en train de regarder le soleil se lever. C'était magnifique. 4e image, ils se font face à face, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux, et ils s'unissent. L'identité du corps, l'identité de l'homme et de la femme s'unissent dans ce même corps, enfin. À la fin du soin, je vous dis pas, la fille était en train d'exploser à tous les niveaux, là. Je me dis, c'est génial. Oh là là, je me suis jamais sentie comme ça. J'attendais ça depuis tellement d'années, j'ai tellement vu de monde, etc. Voilà. Voyez? Donc, effectivement, même si on a vécu ces vies antérieures hommes et femmes, c'est comme je disais tout à l'heure, mais dans ces vies antérieures, finalement, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut le rapatrier ici. Il faut en faire un trésor. Et typiquement, dans l'histoire que je viens de raconter, on unit effectivement l'homme et la femme, de la même manière qu'après l'homme et la femme s'unissent dans le mariage alchimique pour pouvoir repartir ensemble. Voyez? Je crois que je vais dépasser les horaires, je vais me faire taper sur les doigts. Ah, encore une petite dernière question. Allez, dernière. Oui, revenir au soi. Oui. Oui, tout à fait. Alors, on me demande, pour ceux qui n'entendent pas, qu'est-ce que je conseillerais pour revenir au soi?
En fait, je vais vous dire une chose. Comment moi je fonctionne, je le sais. Après, c'est à chacun de voir comment lui il fonctionne. Voyez. Alors c'est vrai que dans les séances de soins, j'ai un accès direct à l'inconscient, donc je sais exactement les personnes comment elles fonctionnent, etc. Mais c'est à vous de trouver votre propre fonctionnement pour accéder à votre soi. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est tous différents et on va tous le mettre en action d'une manière différente. D'accord? Donc, en l'occurrence, voilà. En l'occurrence, c'est vrai que moi, ce soir, je l'ai fait par un travail intérieur. C'est-à-dire, moi déjà, j'étais à la base, vous n'allez pas me croire, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide et taciturne. Je ne parle pas. Voyez? C'est pas vrai? Je ne parle pas, je suis quelqu'un d'extrêmement renfermé, taciturne. Je suis dans ma bulle. Et même souvent, quand les enfants étaient petits, à un moment donné, bon, les enfants, ils bougent, c'est normal. À un moment donné, même je me rappelle, je leur avoir dit, les enfants, s'il vous plaît, je n'entends plus la vibration du monde. Voyez? Donc c'est vrai que moi, je m'enferme dans ma bulle. Et je suis dans cette bulle à l'écoute de ce qui se passe. Et je suis très, très observatrice en réalité. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote. Hein, mon homme, il verra pas d'inconvénient. Quand je vous disais tout à l'heure de retrouver votre place, mesdames. Ça, c'est le petit, je prolonge, hein, d'accord? Donc, retrouver la place, par exemple, par rapport à ce côté-là, timide, renfermé, etc. Au début, quand j'étais avec mon homme, ben, on n'écoutait que Jean-Claude. C'est-à-dire, c'est moi qui faisais les soins, c'est lui qu'on remerciait. Fallait le faire, hein. C'est-à-dire, je disais, mais c'est dingue, dès qu'on était dans une assemblée ou n'importe qui, avec des gens, même en petit comité, ils prenaient la parole, tout le monde écoutait Jean-Claude, mais il y en avait que pour Jean-Claude. Waouh, waouh, waouh. Oh oui, moi, alors moi, je suis aussi comme ça. Waouh. D'accord? Mais en même temps, à un moment donné, ça me dérangeait parce que je lui ai même dit, je lui ai dit, écoute, c'est dingue, quoi. Chaque fois que c'est moi qui fais quelque chose, qui apporte quelque chose, les gens, ils se dirigent toujours vers toi. C'est-à-dire, je soigne, mais c'est toi qu'on remercie. C'est quand même dingue. Je lui dis, tu sais, je crois que tu prends trop de place. Et puis, le lendemain, alors il me dit, mais comment non, je suis comme je dois être, quoi. Ok. Le lendemain, je me suis levée en me disant, mais finalement, j'avais compris. Je lui dis, alors excuse-moi, je viens de comprendre quelque chose. En réalité, c'est à moi de faire ma place. C'est pas à toi de me la donner. Et depuis lors, je peux vous dire que j'ai pris ma place. Voyez? Donc, voilà. Donc, pour rejoindre, cette connexion en soi, c'est aussi prendre sa place. Ça en fait partie. D'accord? Je vous remercie infiniment pour votre écoute.